D'une manière politologique, le Congo a connu trois formes de régime démocratique dans sa représentativité. La constitution de 1960, qu'on appelle la loi fondamentale, proclamait un régime démocratique de type parlementaire. Nous venons en 1964 avec la constitution de Lulabourg, c'est la même démocratie de type parlementaire, mais avec un État fédéral. Lorsque nous venons en 1967, vous allez constater que on va transcender la démocratie, on va partir dans une démocratie qui est présidentielle, mais avec un régime multipartisme, le multipartisme à deux. Alors, ce régime présidentiel va nous amener vers une dérivée, les régimes présidentialistes. Après ces régimes présidentialistes, nous allons aller maintenant s'asseoir dans la dictature. Après cette dictature, vous allez comprendre que le début des années 90 sera avec les courants de l'Occident. Vous allez comprendre qu'il y aura maintenant une dislocation avec les régimes dictatoriaux et il y aura les vents démocratiques. Et de 1990 jusque vers les années 2001, nous avons connu une perturbation au sein des régimes, au sein des régimes politiques. Alors, c'est en 2002 où nous avons connu une sorte de régime collégial avec la formule que moi j'appelle le monstre à quatre têtes. Alors, nous quittons le monstre à quatre têtes. Nous revenons maintenant dans la dernière forme du régime démocratique dans sa représentativité, c'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Alors, politologiquement, le Congo a navigué sous ces trois régimes-là. Alors, il faudra aussi se poser, il y a, parmi plutôt les diagnostics que j'ai eu à faire, il y a aussi un élément très important, ce qu'on appelle la culture politique des Congolais et des autorités politiques congolaises. Le Congo a connu aussi toutes ces trois cultures politiques plutôt. Au début, nous étions dans une culture politique paroissiale, où la population congolaise était écartée des choses politiques, où la population congolaise ne savait même pas comment est-ce que la chose publique était gérée. Vous allez comprendre que lorsque nous sommes arrivés à l'aube de l'indépendance, c'est pour la première fois que les autorités congolaises ont su comment est-ce que marchent les choses. Cette première fois, c'était où? C'était à la table ronde politique. C'est pourquoi vous allez comprendre que les premiers pas de l'État congolais ont été des pas biaisés. Alors, nous avons essayé de marcher avec ces régimes politiques, cette culture politique paroissiale. Et après, vers les années 80, fin années 80, début 90, c'est lorsque le Congolais va quitter la culture politique paroissiale pour maintenant intégrer la culture politique des suggestions, où le peuple congolais connaît maintenant les régimes politiques, comment est-ce que ça marche, mais ne s'intègre pas corps et âme. Alors, lorsque nous quittons ces régimes politiques paroissiales, nous venons vers les années 1997, nous montons jusqu'en 2006, c'est lorsque le Congolais va maintenant s'accaparer de la culture politique participante. Le Congolais va quitter la dimension d'être spectateur, il va quitter la dimension de connaître, mais il va entrer maintenant dans la dimension que lui-même va participer. Il va savoir comment est-ce que les choses marchent, comment est-ce que la res publica marche, et il revendique ses droits et devoirs. Vous allez constater la démocratisation. La démocratisation aussi. Vous allez comprendre aussi un élément très important du point de vue démographique. Le Congo a avancé. Et lorsque les colons nous ont laissés, nous étions à peine des millions. À peine nous atteignons des millions. Mais aujourd'hui, si nous pouvons estimer, nous sommes à plus de 100 millions. L'accroissement de la population. Oui, l'accroissement de la population. Ça fait partie de l'avancement. Non, je ne parle pas de l'avancement, mais j'ai dit des faits. Des faits, hein. Alors, la population, il y a l'accroissement de la population dont vous faites allusion, mais l'impression, c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire que, par exemple, les constats qui font certaines personnes, certains observateurs, par exemple le quartier, on prend la commune de la Gombe par exemple, il y a eu accroissement de la population. Aujourd'hui, c'est seulement les nombres ou des infrastructures que les Blancs avaient laissées qui demeurent, et voilà, il y a des embouteillages par exemple. On peut comprendre que cette illustration. Non, si les gens disent que rien n'a changé, c'est être menteur, parce que je vais vous dire, l'immeuble du gouvernement, l'immeuble intelligent qui est là, lorsque les colons étaient partis, n'avaient pas laissé ça. Il y a des choses qui ont changé, et il y a des choses qui... Ça a compté au bout de doigt. Hein? Il y a des choses qu'il faudrait toucher. Par exemple, il faudrait nous parler de la redéfinition de la ville-province de Kinshasa. C'est de ça qu'il faut parler.
Parce que lorsque l'homme blanc nous a laissés, il y a certaines communes plutôt qui étaient habitées, et il y a certaines communes aussi qui n'existaient pas. Alors, ces communes-là qui n'existaient pas, aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle une autoconstruction. Alors, ça relève maintenant de l'autorité urbaine, parce que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Ça relève de l'État, de l'autorité urbaine, de pouvoir réfléchir sur une redéfinition de la ville-province de Kinshasa. Donc, cela ne dit pas que si il y a certains bâtiments qui sont utilisés, moi je pense que c'est même un héritage colonial qui est positif. Il y a eu un surpeuplement, donc voilà. C'est-à-dire un surpeuplement, l'exode rural, tout le monde vient à la ville, voilà. Ben exactement, il faut se poser pourquoi il y a eu exode rural, parce que dans la tête de ceux qui sont dans ces villages-là, pensent que les bien-être, c'est toujours être dans la capitale. Aussi, ces villages ne sont pas développés, hein, parce qu'on s'intéresse plus à la capitale. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est pourquoi, lorsque j'étais en train de parler dans mon analyse politologique, j'ai fait allusion aux 4 régimes politiques. Cette allusion aux 4 régimes politiques, maintenant, comme ce sont des choses abstraites, il faudrait les charger sur les personnes qui ont géré la chose publique. Ces régimes politiques-là ont été incarnés par des personnes. Donc chaque personne qui a eu une portion de la gestion du Congo a un poids historique pour le Congo. Par exemple, ceux qui ont géré pendant 18 ans, ils ont un poids historique. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'est du pays. Ils ont un poids historique, même s'ils dorment dans leur tombe avec les slogans « Héros national ». Je pense qu'ils ont un très grand poids historique. Avant 18 ans, il y avait aussi 32 ans. Ils ont aussi un poids. Avant 32 ans, il y avait aussi... mais il faut se poser la question... Kassavoubou, oui. Mais il faut se poser la question, pendant 32 ans, qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Moi, je pense que pendant 32 ans, il y a l'identité congolaise était la meilleure. Mais après 32 ans, les Congolais devenaient un escroc, un malin, un voleur. C'est ce qu'on a, on a pris du Congolais à l'extérieur du pays. C'est parce que nous sommes venus... Il y a un homme qui a été assoiffé du pouvoir, il y a un homme qui s'est dit, bon, je surpasse les intérêts de la République et j'ai fait primer mes intérêts. Donc je pense que si nous partons dans l'allée du diagnostic, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés avec les 63 ans d'indépendance, il faudrait que nous dégageons, peut-être les politiques vont appeler un consensus, mais il faut que nous dégageons un constat. C'est un constat qui va nous permettre à ce que, dans les années à venir, que nous puissions mieux orienter la chose publique congolaise. Parce qu'un jour, nous parlons comme ça, un jour aussi on aura un compte à rendre aux générations futures, on dira que voilà, nous avons œuvré dans la sphère politique, vous avez remis dans le journalisme, qu'est-ce que vous avez légué au Congo comme héritage? Donc il a fallu d'abord faire une grande question. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui estiment que l'indépendance était précipitée à voir l'état actuel du pays? On dirait par exemple de la ville de Kinshasa qui était propre avant l'indépendance. Aujourd'hui, l'état dans lequel elle se trouve. Je pense que s'ils disent que l'indépendance était précipitée, peut-être ils ne connaissent pas le Congo. Parce que même si on avait laissé 30 ans, 40 ans, au fait, le Congo dans sa dimension géopolitique déjà, dès 1885, c'était un élément très important pour le puzzle mondial. Le Congo s'est fait discuter avant que les colons y arrivent. Vous allez, lorsque nous allons à la conférence de Berlin, il y a eu un problème déjà pour que ces grandes puissances, la France, la Belgique, le Portugal, acceptent que Léopold II puisse avoir une grande portion comme le Congo. Parce que dans les découvertes de Livingstone, Henri Mortin Stanley, ils ont découvert un monde nouveau avec beaucoup de potentialités et beaucoup de richesses. Donc déjà de la jeunesse de cette gymnastique, il y avait un problème. Donc moi je pense que 1960, 1970 ou 80, cela ne changerait pas. C'est juste que ces personnes-là moi je dis que nos colons avaient une mauvaise foi. C'est pourquoi vous allez constater que même l'administration belge, c'était une administration indirecte. Même le système éducationnel belge, c'était un système éducationnel grabataire. Donc ça signifie qu'on apprenait aux colonisés les tâches les plus primaires. Mais les tâches les plus grandes qui reflétaient la gestion de la chose publique, on ne les apprenait pas. C'est pourquoi, lorsqu'on va aller à la table ronde, on vous dirait que les autorités congolaises étaient pour la première fois face aux réalités de la chose publique. Et c'est là où l'histoire politique du Congo, ou soit le départ politique de la République démocratique du Congo, a été biaisé.
Donc, c'est un peu ça, madame. Voilà, Monsieur Kayembe, les RDC.